Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La retraite éthique remise au goût du jour. Olivier Rull, CEO et cofondateur de Caravel. Et donc notre objectif, c'était de prouver qu'il y avait un marché. Donc on a voulu aller le plus rapidement possible. Donc on a pris un produit sur l'étagère qu'on a masterisé avec nos convictions, nos critères et certaines modalités. On a lancé un produit en no-code. Donc on a lancé une première plateforme de souscription et de gestion d'épargne retraite 100% avec 0 ligne de code, ou alors vraiment 15 ou 20. Un peu de CSS, très rapidement du JavaScript pour faire fonctionner nos scénarios et nos recommandations. Et ça envoyait, ça souscrivait. Petite piqûre de rappel dans cette conversation sur les 3 régimes de retraite, les notions de PER, assurantiel et bancaire et les contraintes auxquelles font face les épargnants lors de la constitution et de la sortie de leur plan de retraite. Caravel a réellement vocation à simplifier cette stratégie patrimoniale. Nous parlons avec Olivier spécifiquement de la première phase de vie de cette start-up, notamment de la recherche de l'assureur partenaire, de la création de la plateforme en no-code, du recrutement des premiers clients, ainsi que du choix des supports d'investissement. L'objectif de Caravel, c'est vraiment de créer un fonds de pension éthique et responsable qui permette d'offrir une meilleure retraite à tous dans un monde vivable. Vaste projet. Nous terminons donc par une valeur centrale pour Caravel qui est celle de l'éthique. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Solène. Merci beaucoup de venir nous parler sur FinScale d'un sujet qui passionne beaucoup de Français et pourtant qui est hyper maltraité en France, qui est celui des retraites. Donc ça va être passionnant ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement pour qu'on sache d'où tu viens, qui tu es et ce qui t'anime ? Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de venir parler retraite ici. Je me suis fait la réflexion en arrivant. Il y a 3 ans, moi, j'ai eu mon déclic retraite lors du dernier débat sur la réforme en 2019. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné envie de cotiser, d'ouvrir une assurance privée. Et je ne pensais pas que 3 ans après, je serais sur un podcast, le tien, pour en parler. D'accord. Mais voilà, ça fait mon petit cheminement. Parce que je ne viens pas du tout du monde de la finance ni de la retraite. Je viens de la mobilité. Ok. J'ai bossé chez TIR Mobility avant. Et suite à un cheminement un peu personnel, je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette sur le marché des retraites en France parce que personne n'est éduqué sur le sujet et il fallait faire quelque chose. Quand on voyait ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, et une nécessité d'accompagner les Français sur ce sujet. D'accord. Mais donc avant, quand tu étais chez TIR, tu étais entrepreneur. Quel genre de job tu faisais ? Alors, un parcours un peu plus simple. J'ai fait prépa école de commerce. Ouais. En école de commerce, j'ai fait plusieurs stages en finance, notamment en banque d'affaires, en audit. Et je voulais travailler dans le financement des entreprises. Et je me dis, il faut connaître les entreprises avant de vouloir les financer. Donc j'ai fait stage de fin d'études chez Doctolib. J'ai adoré le côté opérationnel. J'étais bras droit du directeur des opérations. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je vais être dans l'opérationnel, levier, agir, exécuter. Et j'ai eu l'opportunité de créer ma première boîte en sortie d'études qui s'appelait Domoskit, qui était une plateforme de souscription de contrats quand on déménage. Donc on mettait son ancienne adresse, sa nouvelle adresse et on gérait tout le transfert de contrats de l'ancienne vers la nouvelle. C'est une aventure qui a duré 3 ans et demi, qui était hyper intéressante, hyper enrichissante, mais qui a vivoté pendant 3 ans et demi. Et on est parti en liquidation en 2019. Ouais. Et à ce moment-là, quand on est parti en liquidation, je savais qu'en tant que dirigeant, je ne cotisais pas au chômage. Mais le débat sur la réforme de la retraite m'a fait prendre conscience que je ne cotisais pas à la retraite non plus, dans la façon dont je me rémunérais. T'avais quel âge ? J'avais 26 ans. D'accord. Hyper tôt quand même comme cheminement. Hyper tôt. C'était plus un besoin qu'un cheminement. Ouais. Et je me suis renseigné. Donc je suis allé sur inforetraite.fr, qui était déjà le site de référence à l'époque. J'ai vu que j'avais peu cotisé, que même mes alternants cotisaient plus que moi. J'ai dit, il faut absolument que j'ai une assurance privée pour ma retraite, parce qu'à la limite, le chômage, je peux bosser tout de suite. Mais en fait, quand j'aurai 70 ans, j'aurais pas envie de continuer de bosser forcément. Donc je voulais mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour, de façon transparente et simple, j'ai quelque chose à ma retraite. D'accord. Et j'ai pas trouvé de solution. Enfin, en tout cas, pas de solution simple qui m'accompagne. Ouais. J'ai quand même souscrit à un produit chez ma banque, avec toute l'opacité que ça crée. 3 ans après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer Caravel, et c'est ce que j'ai fait. Super. Alors, il y a quand même des régimes qui existent. Il y a quand même eu une réforme, comme tu le disais. Il y a eu la mise en place du PER.
dont j'ai parlé à quelques reprises sur mon podcast. Donc, en quoi est-ce que c'est un problème ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Pourquoi est-ce que toi, tu partais du constat qu'il n'y avait rien à cette époque-là, quand tu as lancé ta boîte ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 régimes de retraite en France. Il y a le régime qu'on connaît tous, qui est le par répartition, qui est celui auquel on cotise tous, mais on ne sait jamais combien on aura, comment fonctionne la cotisation pour trimestre, quelle est la rémunération qu'on aura pour chacun de ces trimestres. Ensuite, il y a le deuxième régime, qui est le régime complémentaire obligatoire, qui là dépend de notre activité professionnelle, qui dépend du service dans lequel on est. Et le troisième, qui est la retraite supplémentaire, et qui là est vraiment facultative et volontaire, et qui dépend que de nous. Ce qui me manquait, c'était une lisibilité, parce qu'il y a plein de choses qui ont été créées, mais je ne savais pas auxquelles j'avais droit et comment je pouvais changer un petit peu mon quotidien pour mieux répondre à des enjeux futurs. D'accord. Typiquement, je pense au cas des micro-entrepreneurs. La façon dont ils facturent peut impacter leur rémunération et donc leur taux de cotisation à un système de retraite particulier. Et ce qui fait que pour le même service, 2 factures différentes vont impacter différemment leur retraite et leur cotisation. Ouais. Et ça, ils ne sont pas au courant. Et donc ça mérite juste un petit peu d'éclaircissement, de lisibilité, pour venir dire, voilà, je suis dans telle activité, j'ai telle rémunération, je cotise à temps, et ça me donnera tel droit plus tard. Et après, c'est un choix à nous de dire, choisis la facture 1 qui me fera gagner plus aujourd'hui, ou la facture 2 qui me fera gagner plus demain. Et pourquoi il n'y a pas eu d'acteurs qui se soient vraiment positionnés au fil des années ? Pourquoi est-ce que c'est resté comme ça ? Pourquoi il n'y a pas vraiment de solution qui a émergé ? Je pense que c'est un peu un unsexy business qui ne fait pas rêver. Même aujourd'hui, les jeunes ou les clients ne sont pas avides de leur retraite. Ils veulent une assurance, mais c'est un produit plus qui se vend plus qui s'achète. Et toute notre ambition à nous, c'est de faire en sorte que notre produit s'achète plus qu'on ne le vende. Et pourquoi ça n'a pas été créé ? D'une part, je pense qu'il y a un momentum aujourd'hui, une prise de conscience vers un nouveau cheminement. Puis peut-être aussi que les gens réalisent qu'ils auront finalement peut-être pas de retraite. Exactement. Ouais. Il y a un peu un... Genre la fin d'une ère, quoi. Exactement. Ouais. Une consternation, c'est le mot que je cherchais là-dessus, sur qu'est-ce que je fais avec ça. Ouais. Et aussi, on le voit avec toute l'influence qu'a les finances personnelles, avec l'éducation financière, et même l'avènement de tout ce qui est crypto, investissement en bourse. Il y a un réel intérêt de nouveau des Français vers ces plateformes d'investissement. Et l'objectif, c'est la prise de conscience de ce que c'est qu'un investissement, comment ça fonctionne et pourquoi, oui, c'est intéressant de pouvoir agir aujourd'hui. Top. Alors, on parlait du PER et de la réforme du PER. J'aurais aimé que tu clarifies la notion de PER assurantiel et de PER bancaire. Ouais. Alors déjà, le PER, c'est un plan épargne retraite, donc c'est une enveloppe fiscale similaire à l'assurance vie, donc qui repose pour le PER assurantiel sur le contrat d'assurance vie, alors que le PER bancaire est une enveloppe fiscale compte titre qui repose sur la réglementation bancaire. D'accord. Le PER assurantiel a plusieurs avantages. Comme l'assurance vie, ça va être d'un point de vue fiscal sur la transmission. Mmh. Le PER assurantiel va pouvoir, au même titre que l'assurance vie, donner titre à des abattements à hauteur de 152 000 500 par bénéficiaire, pour que ça ne rentre pas en compte dans les droits de succession en cas de décès de l'assuré. Alors après, il y a des seuils supplémentaires en fonction des différents types, mais c'est un peu l'objectif. Alors que le PER compte titre n'a pas cette possibilité-là. Le deuxième avantage qu'a le PER assurantiel versus le PER compte titre, c'est tout ce qui va être prévoyance et garantie inclus au sein du contrat, comme certaines options sur le décès, sur de la prévoyance ou des choses comme ça qui sont très basiques mais qui en fait sur des petites lignes font des petits détails. On n'y pense pas du tout à la souscription, mais quand on a 50 ans, 55 ans, ces petites lignes font toute la différence. Le troisième produit, c'est l'univers d'investissement, notamment sur le fonds euro, qui est un peu le produit phare. Le flagship. Exactement. Du PER assurantiel versus compte titre. Et après, c'est dans le schéma de fonctionnement. En fait, quand nous, on investit via un PER assurantiel, nos clients n'achètent pas des parts en direct dans les fonds d'investissement. C'est l'assureur qui vient en miroir acheter pour nous. Et ça fait une grosse différence par rapport, on en parlait avant, sur l'actif passif de l'assureur, en tout cas du teneur de compte. D'accord. L'horizon d'investissement pour ces PER, c'est en général quoi ? Parce qu'on parle toujours de l'âge de la retraite et on voit ça comme une échéance, alors qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin. En général, c'est combien l'horizon d'investissement ?
Nous, on table sur du 20-25 ans. D'accord. En moyenne, et ça revêt deux choses. C'est-à-dire que souvent, on voit le PER comme une phase de constitution. C'est-à-dire que c'est toute la phase d'accumulation où il y a beaucoup de conseils sur comment est-ce qu'on peut investir mieux, combien investir pour sa retraite et sur son PER. Ouais. Et souvent, on ne réfléchit pas ou peu à la période de destitution, donc la decumulation, qui est en fait comment stratégiquement il est intéressant de sortir de son PER. Est-ce qu'on sort à 62 ans le jour où on part à la retraite ? Est-ce qu'on part en fractionné, en rente ? Est-ce qu'on part plus tard ? Est-ce qu'on le laisse fructifier ? Et là-dessus, il y a très peu de conseils qui existent, alors qu'en fait, il y a énormément d'intelligence qu'on peut venir apporter sur quelle est la stratégie patrimoniale dans la sortie du PER. Ouais. Et on parlait de l'actif et du passif. Sur le volet actif, quel support d'investissement on peut envisager pour ces enveloppes ? Alors vraiment, c'est extrêmement large. C'est plutôt une enveloppe. C'est pas une enveloppe, c'est un plan, pardon. Oui, les mots et les jargons sont très similaires, mais en fait, on peut investir dans les titres vifs, dans les actions, dans les obligations, dans des fonds, dans des SCPI, dans des OPCVM, dans des fonds de private equity, dans des SCPI, dans les FCPI. Je ne les ai pas tout en tête de suite, mais c'est extrêmement large. Nous, typiquement, sur notre contrat, on a plus de 733 fonds disponibles. Et c'est des fonds, donc on parle que d'actifs cotés ou on peut aller vers le non coté ? On peut aller sur du non coté. Ouais. Y a beaucoup moins de références sur le non coté, mais c'est un fort enjeu pour nous, je pense, et pour les retraités, enfin pour les futurs retraités, d'aller sur des types d'investissements non cotés. Et c'est un de nos enjeux, et je pense on va en parler tout à l'heure, mais un de nos investisseurs est Audacia, le fonds de Charles Babiguet qui travaille beaucoup sur du non coté. Que j'ai eu sur mon podcast. Je ne l'ai pas écouté, j'irai l'écouter. Et il y a un gros enjeu, et on est complètement aligné là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut importer le non coté dans des contrats justement long terme et sur lesquels on a toute la largesse de manœuvre pour opérer. D'accord. Alors tu parlais brièvement, mais j'aimerais que tu rentres dans le détail, pour l'amélioration de cette prise en charge des futurs, enfin des épargnants pour leur retraite, de tech, d'éducation et de services. Est-ce que tu pourrais plus précisément rentrer dans le détail, parce que ça c'est assez général. Alors sur les différents outils qu'on met en place, nous, de notre côté. Voilà, pour l'objectif final, c'est quoi ? Alors pour le particulier, nous la promesse qu'on lui fait, c'est lui garantir une meilleure retraite dans un monde vivable. D'accord. Comment ça s'opère ? Ça s'opère, on va dire, à 3 niveaux. Premier niveau qui est dans l'éducation de comment est-ce qu'on gère ses finances aujourd'hui, combien est-ce qu'on peut dépenser, combien est-ce qu'on doit investir, on parle souvent, et Nalo est un peu promeut ça, c'est le goal-based investment, comment est-ce qu'on peut justement venir dissocier ces différents projets d'investissement pour les faire correspondre à des horizons et donc avoir des stratégies derrière d'investissement qui correspondent. Et ça, il faut pouvoir le matérialiser à nos clients ou même à tous les épargnants pour qu'eux, ils puissent prendre en compte que la retraite, il faut que je puisse y cotiser à titre privé, mais c'est pas tous mes investissements. Donc oui, je peux le faire, mais c'est pas tout. Et donc c'est comment ça s'intègre dans une stratégie un peu plus globale de diversification de mes investissements et de prise en compte de l'horizon. Ouais. Ça, c'est sur la gestion de son budget et l'allocation ensuite de son épargne vers des projets d'investissement. Au-delà de ça, quand on parle d'investissement, c'est aussi définir avec un client qu'est-ce que c'est que l'investissement. Et en fait, moi, je tombe des nues souvent parce que les finances personnelles sont les sujets les plus lus dans la presse. Et pourtant, quand on parle d'assurance vie, il n'y a pas d'action et surtout, il n'y a pas de connaissances. On ne sait pas ce que c'est qu'une unité de compte. Ouais. Quand on voit un moins 3% sur son portefeuille, on pense qu'on a perdu 3% littéralement de son argent. On ne prend pas du tout en compte et en mesure consciemment en fait, qu'on est toujours détenteur. Ce que je dis quand des stagiaires ou des nouveaux arrivants arrivent dans la boîte, je leur prends cet exemple de la chaussure. Je leur dis, si vous achetez une chaussure aujourd'hui qui vaut 100, demain, vous l'avez utilisée, elle vaut 95. Peut-être qu'en fait, si c'est un sneakers de collection, elle vaudra 120 demain. Ouais. C'est-à-dire que quand elle vaut 95, vous n'avez pas perdu 5 €, vous êtes toujours détenteur de votre paire de chaussures. Et cette paire de chaussures-là, demain, elle vaudra peut-être 120, 130. Et donc c'est à ce niveau-là. Ouais. Exactement. Et donc c'est vraiment prendre des exemples basiques pour revenir sur pourquoi est-ce que mon portefeuille varie, pourquoi en fait, on peut gagner la performance. Les intérêts composés, c'est très intéressant, mais en fait, quand on n'explique pas littéralement ce que c'est, ensuite, les clients prennent peur quand ils voient des performances comme en 2022 et ils se disent comment... Surtout s'ils ont de la crypto. Non, vous en mettez pas dans les portefeuilles. On n'en met pas, mais la réaction est la même. Et donc, c'est revenir sur cette logique-là d'investissement et de comment ça fonctionne pour comprendre aussi d'un point de vue responsable, parce que c'est un de nos engagements, c'est de proposer des produits verts, qu'on peut appeler verts, donc on pourra revenir tout à fait, on reviendra sur ce sujet.
Mais pourquoi en fait c'est important de venir flécher, de choisir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on vient gagner des intérêts, de la plus-value. D'accord. Alors, je serais intéressée que tu nous expliques comment vous avez développé votre bêta. Vous avez mis en place certaines collaborations, notamment avec Apicil, qu'on retrouve, qui est un acteur qu'on cite régulièrement, qui collabore avec un certain nombre d'assurtech ou de fintech. Est-ce que tu pourrais nous revenir justement sur ta décision, ton épiphanie il y a 3 ans, ou presque 4 ans, puisqu'on est en 2023. Ça passe trop vite. Comment tu as mis ça en musique, avec qui tu t'es associé, comment tu as développé la bêta, etc. Avec plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une prise de conscience individuelle, mais j'ai eu la chance d'avoir le pied à l'étrier. Ah bon, ok. Mon histoire, donc j'ai travaillé chez TIR après mon expérience malheureuse d'entrepreneur. Enfin, heureuse en termes d'acquisition de connaissances. Exactement. Et j'avais eu la chance de recruter chez TIR Mobility une personne qui s'appelle Hugo, qui m'a mis en relation avec Founders Factory. D'accord. Et Founders Factory travaillait avec Aviva à l'époque sur un projet de goal-based investment pour la retraite. D'accord. Et moi j'avais parlé à Hugo du projet que j'avais, de l'idée. Founders Factory, c'est un startup studio, c'est ça ? Exactement, D'accord. c'est un startup studio qui fonctionne comme avec les CVC. Okay. Ils sont financés par les CVC pour travailler sur des problématiques du corporate. D'accord. Et ils travaillaient avec Aviva pour justement venir essayer d'apporter des solutions pour la retraite pour les jeunes et vendre plus de PER parce qu'ils savent que c'est un produit qui génère beaucoup de marge pour les assureurs. Ouais. Et donc j'ai décidé de les rejoindre en tant qu'entrepreneur en résidence. Et en fait, Aviva France s'est fait racheter à ce moment-là. Pour X et Y raison, Founders Factory est parti en liquidation. Ouais. Et moi, j'ai eu que 2 mois d'expérience avec eux. Tu t'es retrouvé dans quelque chose, dans un petit pétrin quand même. Exactement. Zut, la loi des séries, tu sais. Exactement. Mais j'ai vu ça comme une opportunité parce que c'est un secteur que je connaissais pas. Exactement. Je ne connaissais pas le secteur. Et là, tout s'était ouvert à moi. En 2 mois, j'avais eu une formation accélérée sur comment ça marchait, quels étaient les enjeux. Et je me suis dit, moi j'ai une compétence tech, user, acquisition. Là, je viens d'apprendre en quelques semaines tout le milieu de l'épargne. Bon, vas-y, lance-toi. C'est que si Aviva réfléchit au truc, il y a un meilleur marché. Seul. T'es courageux, hein ? T'es plus tout seul. Seul, et ouais. Et donc, je me suis associé avec Hugo Lancel et Marie Genoviez. D'accord. Pour justement créer ce projet-là. Et aucun de nous 3 vient du monde de l'épargne. Et donc, notre gros enjeu, c'est justement de déjargonner ce secteur et d'apporter des solutions qui parlent à nos clients et qui soient éloignées du monde financier, parce que c'est ce que j'avais, moi, mal compris ou incompris quand j'avais voulu chercher tout seul. Ce qui est plutôt simple, parce que vous n'avez pas des réflexes de financier finalement. On les prend vite. Non, pas trop quand même. Mais non, on essaye en tout cas d'être le plus orienté utilisateur. Donc vous êtes associé, mais après pour mettre en place justement cette bêta et puis approcher Apicil, comment vous avez démarché très concrètement ? Très concrètement, on a contacté 12 assureurs. Okay. Et on a avancé dans les démarches avec 3 ou 4. Et on est venu sélectionner l'assureur, le premier qui voulait bien de nous, avec notre vision vraiment orientée retraite, avec notre tarification et notre vision responsable. Et le seul qui correspondait à nos critères et qui avait entre guillemets la rapidité d'exécution qu'on cherchait, c'était Apicil. Mm-hmm. Et donc on a lancé un premier partenariat avec lui. Dans ce cas-là, tu deviens courtier en assurance ? On est devenu courtier en assurance. C'est compliqué ça ? Alors, de par mon expérience professionnelle précédente, c'était assez simple. D'accord. Mais ça demande juste quelques semaines de montage de dossier. C'est pas une... Ok. C'est pas c'est un la barrière à l'entrée. Ouais, voilà, d'accord. Et donc notre objectif, c'était de prouver qu'il y avait un marché. Donc on a voulu aller le plus rapidement possible. Donc on a pris un produit sur l'étagère qu'on a masterisé avec nos convictions, nos critères et certaines modalités. Ouais. On a lancé un produit en no-code. Donc on a lancé une première plateforme de souscription et de gestion d'épargne retraite 100% avec 0 ligne de code, ou alors vraiment 15 ou 20. Un peu de CSS et puis voilà. Un peu de CSS, très rapidement du JavaScript pour faire fonctionner nos scénarios et nos recommandations. Ouais. Et ça envoyait, ça souscrivait. Et donc les premiers contrats qui sont passés en ligne, les gens ne savaient pas, ça c'est magique. Les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Et même aujourd'hui, c'est très peu visible. Il y a encore beaucoup de parties de la plateforme qui sont en low code complet. Ouais. Et notre objectif étant en fait toujours d'apporter de la je perds le mot, mais la rapidité dans l'exécution. Ouais. Et donc on a fait nos premiers contrats comme ça. Une fois que le produit marchait. Ça c'était quelle année ? Là on était en juillet 2021. Déjà, d'accord, ok. Donc on a créé la boîte en décembre 2020. Les 6 premiers mois ont été dédiés à la création du produit.
recherche de l'assureur, développement du produit, technique et métier. Et ensuite, premier contrat en live avec des clients qu'on ne connaissait pas. C'était qui les gens qui venaient ? On a fait une liste d'attente. On avait fait un petit peu ce qu'on appelle des réunions Tupperware. Ouais. Où en gros, on invitait à chaque fois 5-6 connaissances pour leur parler de notre produit. Ouais. Et à la fin, ils devaient nous parler de 2-3 de leurs connaissances à eux. Et on réorganisait une réunion avec les connaissances qu'ils nous avaient fait. D'accord. Donc on a une petite liste de 200. Et c'était quel genre de personnes. profil ? On va dire salariés entre 28 et 40 ans qui connaissent pas grand-chose à l'épargne. D'accord, ok. Et donc vous avez lancé ce produit-là et vous avez commencé à industrialiser quand ? Au fur et à mesure. Ok. Au fur et à mesure, et c'était vraiment un apprentissage continu. L'objectif était de faire une preuve de concept, donc montrer que on peut lancer un produit et maintenant on peut acquérir et distribuer ce produit avec la vision qu'on avait. Et donc pour moi, on vient à peine de finir cette première phase de vie qui était la preuve de concept, et là on va rentrer dans la deuxième phase qui va être justement d'industrialiser, de passer à l'échelle et d'avancer à la fois en termes de produits, d'accompagnement, de services et tout ce qui entoure même la vision et les messages inspirationnels qu'on veut développer. Alors sur des modèles B2C, sur de la collecte comme ça, on n'est pas sur des collectes massives, plutôt de quelques milliers d'euros, peut-être 10 000 euros, je ne sais pas, à toi de me corriger, par an. Quel est le niveau de collecte minimum qui va faire que vous allez commencer vraiment à rentrer dans un business rentable ? Je ne sais pas si tu peux communiquer, en tout cas de donner un ordre d'idée. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que, vu qu'on fait que de l'épargne retraite, on gère entre 3 et 10% maximum du patrimoine financier de nos clients. Donc déjà, on est capé à 10%. Donc c'est extrêmement problématique pour nous d'un point de vue rentabilité. Pourquoi vous êtes capé à 10% ? Parce que jamais nos clients vont venir placer 100% de leur épargne sur des produits retraite. Et pourquoi c'est 10 alors ? Ça sort d'où le 10 ? C'est empirique. D'accord. Ok. Il n'y a pas de contrainte réglementaire. Il n'y a aucune contrainte. C'est sur nos conseils à nous, en fonction de l'âge, de la pertinence, etc. Donc la question, c'est comment, en chopant que 10% du patrimoine financier de nos clients, on arrive à être rentable par client. Et donc ça pose une question du modèle économique. Aujourd'hui, on est sur un modèle économique de courtier en assurance, donc on est rémunéré sur l'encours qu'on gère pour nos clients. Ce qui a deux problèmes. Un, les clients ne comprennent pas comment ça marche et ne sont pas prêts à payer. Surtout dans un monde où il y a eu une omerta un petit peu sur le modèle financier, et sur les rétrocessions, et sur des modèles internet qui flouent complètement la vision et la compréhension de l'épargnant. Exact. Et deux, sur en fait, un service que, vu que le client n'a pas été habitué à comprendre comment ça fonctionne, n'est pas prêt à payer forcément pour le conseil, pour l'accompagnement, pour la plateforme. Donc tout notre enjeu à nous, ça va être, au-delà de la rémunération sur l'encours, de venir proposer un modèle économique qui dépasse le produit financier et qui arrive et amène le client vers une satisfaction et une valeur ajoutée perçue qui est bien plus forte et pour laquelle il est prêt à payer. Et donc, c'est notre enjeu sur les 18 prochains mois. Alors, comment vous différenciez de modèles de gestion plus traditionnels qu'on voit, alors soit des EPSOR qui sont spécialisés dans l'épargne salariale, des Ramify, Nalo ou autres solutions de gestion de fortune. Comment est-ce que les clients vous mettent sur la map dans tout cet écosystème de start-up en fintech, wealth tech ? Alors, je ne sais pas si tous nos clients connaissent toute la map. Heureusement pour nous. Ceux qui m'écoutent, probablement. Nous, on a un positionnement qui est dans la mission qu'on veut se donner, qui est, in fine, de créer un fonds de pension éthique et responsable qui garantisse une meilleure retraite à tous dans un monde vivable. D'accord. La vision est claire, là. Good luck, parce que pour mettre ça en place, ça va être costaud. C'est plein de petites étapes, mais in fine, l'enjeu est réel et le marché est là parce que les retraites, c'est un vrai sujet. Les Français et les Européens ont besoin et veulent mettre de côté. Et après, ça passe pas forcément par de l'épargne en direct, mais il y a plein d'autres formes d'agencement. Et donc, nous, notre enjeu, c'est d'éduquer, démocratiser et permettre d'agir pour sa retraite. Et on fait que de la retraite. Et donc, on se positionne comme des spécialistes sur la retraite. La retraite d'État, la retraite complémentaire, les cotisations, combien est-ce que je devrais placer, est-ce que c'est 3%, 8%, 5%, si j'ai des enfants, si je suis micro-entrepreneur, si je suis gérant de EI, est-ce que je dois cotiser à titre pro, à titre perso. Donc tous ces enjeux-là, fiscaux, comptables, financiers, on veut se positionner comme des experts à ce sujet. Et ensuite dans la gestion financière, on veut être les spécialistes également de l'investissement temps long. Pour dire, voilà, on est sur des investissements à 25 ans, 30 ans, parfois un petit peu plus courts, parfois un petit peu plus longs,
mais en fait ça nécessite derrière une vraie stratégie d'investissement qui est très différente moi je vais mettre sur du fonds euro parce que c'est plus safe et j'ai pas envie de voir mon épargne, la volatilité sur mon épargne. Ouais. Donc vous êtes quoi, une solution complémentaire qui vient combler la brique retraite qui est incorrectement adressée aujourd'hui. Exactement. D'accord. Alors, un des points que j'aimerais que tu creuses, c'est la notion d'éthique, parce que tu l'as mentionné au moins à 3 ou 4 reprises depuis qu'on a commencé l'enregistrement. À quel point vous êtes éthique? Qu'est-ce que ça implique dans le choix des investissements, dans la façon dont vous fonctionnez, dont vous êtes structuré, mais même peut-être dans la façon dont vous recrutez vos collaborateurs? Jusqu'où ça va? Ouais, alors c'est vrai que l'éthique, c'est un mot un peu complexe à définir. Et puis souvent galvaudé. Et j'allais dire galvaudé, exactement. Chacun met un petit peu son curseur là où il le souhaite en termes d'éthique. Certains vont prévaloir certaines conditions versus d'autres. Et donc l'enjeu, c'est de venir apporter pour nous de la transparence sur l'investissement. Et l'exemple que je donne souvent, c'est si je suis végétarien, mon épargne, elle n'a pas à financer l'industrie agroalimentaire de la viande. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite à titre individuel. Et donc l'objectif pour nous, dans l'éthique, c'est de venir donner la transparence à l'épargnant sur ce à quoi son argent est exposé ou finance. Après, au-delà de ça... Alors comment tu fais ça? C'est un travail manuel. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, beaucoup d'agrégateurs de données qui nous permettent de venir essayer de lire un petit peu les entreprises dans lesquelles elles sont investies, les activités des entreprises. Mais au-delà de ça, on travaille, on se tape à la main. Attends, juste pour être vraiment aller jusqu'au bout. Donc là, tu me parles de clarté, transparence, mais donc tu peux pas permettre à ton épargnant derrière de choisir d'avoir une allocation qui soit aussi fine que ça quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas. Ouais. Mais on a défini 3 plans d'investissement qui sont 3 plans thématiques qui correspondent chacun au E, au S et au G. D'accord. Dans les grandes lignes. Okay. Et la conviction, c'est de se dire aujourd'hui, il est très difficile d'être d'un point de vue engagement d'être engagé d'un point de vue environnemental autant qu'on peut l'être d'un point de vue social ou d'un point de vue de gouvernance. Ouais. Et donc on a fait des choix, et donc on a choisi toutes les entreprises qui sont engagées pour l'environnement, quitte à ce que d'un niveau gouvernance, elles soient un petit peu moins bien notées ou elles ont une ambition moins forte. Et donc on a aujourd'hui juste ce choix-là en tant que client. Demain, on aimerait apporter plus. Il y a plein de choses à faire par rapport à ces convictions-là. Et on n'est qu'au début de ça. Et donc l'enjeu, c'est de dire, on a un plan. Ce plan-là, il est composé de fonds. Ces fonds sont investis ou exposés à des entreprises. Et ces entreprises mènent des actions. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est rallier le plan de notre client avec l'entreprise financée. Mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, ces entreprises financées sont plus ou moins engagées dans ces enjeux-là. Est-ce qu'on finance que des entreprises vertes qui représentent 1,5% voire moins des entreprises, ou est-ce qu'on finance des entreprises marrons qui veulent devenir vertes? Et dans ce cas-là, comment on vient mesurer la direction que prend l'entreprise dans son ambition? Et donc là, c'est sur tout ce qui est reporting extra-financier. Et donc c'est là où on va chercher de la valeur et les agrégateurs de données pour savoir à quel point l'entreprise peut être engagée. Et c'est pas nous qui venons définir ces engagements-là, mais des agrégateurs ou alors type Morningstar, Symmetrix, etc. Exactement, Climetrix, Morningstar, etc. D'accord. Vous fonctionnez avec des sociétés de gestion derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font pour vous? Alors les sociétés de gestion, c'est elles qui créent et managent les fonds. Ouais. Et ces fonds-là ont justement des philosophies d'investissement. Ouais. Et on travaille avec elles sur ces philosophies d'un point de vue financier et critères extra-financiers pour voir si c'est aligné avec nos plans. Et c'est quelle société? Tu peux en parler? Oui, bien sûr, c'est ouvert sur notre site. Ouais. On travaille avec Mirova, Ophi, Ecofi, Sycomore, Mandarine. D'accord. C'est vous qui les avez sélectionnés? C'est nous qui les avons sélectionnés. Sur base de quels critères? Alors, sur la base de critères financiers et extra-financiers. Extra-financier, c'est sur leur engagement. On a une philosophie d'investissement qui paraît accessible, qui a pour objectif de répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies, donc de financer les 8 éco-activités qui vont demain permettre normalement de respecter les accords de Paris, donc exclusion de tout ce qui est énergie fossile et lié aux énergies fossiles, comme l'aviation, exclusion de certains secteurs controversés, comme l'armement ou la pornographie. C'est un modèle de sélection aussi best in universe, c'est-à-dire qu'on ne vient pas comparer
une entreprise par rapport à son secteur, mais une entreprise par rapport à toutes les entreprises. C'est des entreprises qui répondent à certains critères, notamment en termes de labellisation, sur le label Greenfin, ou même sur d'autres types de labels au niveau européen. Et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est l'évaluation du score carbone des entreprises, ou en tout cas de l'empreinte carbone qu'elles émettent, et savoir si elles sont en capacité de payer leur facture carbone, et voir dans quelle mesure on peut avancer. Et donc là, il y a beaucoup à faire aussi dessus. C'est clair, puis ça va s'améliorer. Alors je serais intéressée juste, parce qu'on a plus beaucoup de temps, mais que tu nous reparles du parcours client en amont, et puis une fois que le client a souscrit. Ouais, avec plaisir. La conviction qu'on a eue quand on a lancé Caravelle, c'est qu'il fallait éduquer. Et donc on a laissé en libre accès complet beaucoup de simulateurs. On a à peu près 3 grands simulateurs, un simulateur fiscal, parce que l'on sait qu'avec le PER, on peut venir défiscaliser, et c'est un des gros arguments du contrat, même si j'espère que c'est pas le seul, et qui explique exactement comment est-ce en tant que micro-entrepreneur, dirigeant de SAS, gérant de SARL, salarié d'une grande boîte, si je mets 10 euros, 20 euros, 50 euros, combien est-ce que j'économise d'impôts sur ce placement-là. On a un simulateur également de placement pour nous aider à nous projeter dans l'épargne retraite. Aujourd'hui, moi, ce qui me manquait quand j'ai voulu trouver un contrat retraite, c'était me dire, voilà, j'ai 27 ans, est-ce que je dois mettre 50 euros par mois ou est-ce que je dois en mettre 80 ou 200 j'ai aucune idée de combien ça représentera demain, et vis-à-vis de mon patrimoine, vis-à-vis du reste. Et donc l'idée, c'est de se dire, si je mets 50 euros, voilà ce que ça me donnera. Ou alors si j'ai envie d'avoir 2000 euros à ma retraite, combien est-ce que je dois mettre aujourd'hui, et est-ce que je peux me permettre de mettre ça. Ouais. Et quand on vient justement en termes... Donc il s'agit du simulateur de cotisation qui est connecté à l'URSSAF. Exactement. C'est correct. Ok. En fait, l'idée, c'est de se dire, si on veut 2500 euros à notre retraite, peut-être qu'il y a déjà 1800 euros qui sont couverts par nos cotisations d'État. D'accord. Et donc, on n'a que 700 euros à aller chercher. Et comment est-ce que ces 700 euros, on va aller chercher ? Et ben, on a créé un robot advisor qui nous dit, en fonction de notre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, combien est-ce qu'on doit placer tous les mois. D'accord. Pour y arriver. Ok. Et alors, ça, c'était intéressant. C'est toujours un pain point. Et c'est marrant, j'en avais parlé spécifiquement avec Raphaël Vullière sur l'épisode Luco. C'est l'histoire des transferts de contrats. Parce que c'est souvent painful, en fait. Quand tu finis un contrat ou que tu dois le transférer, comment est-ce que vous parvenez à craquer ce truc-là ? On n'y arrive pas. C'est si compliqué ou pas ? Ouais, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pour 2 raisons. Parce que, les assureurs aujourd'hui n'ont pas envie de voir partir leurs clients. Donc, ils nous mettent des barrières à l'entrée énormes. Et d'un point de vue légal, la réglementation n'a pas imposé des normes assez strictes. C'est-à-dire que les clients ont grosso modo 5 mois pour pouvoir transférer leurs fonds. Donc d'un point de vue client, 5 mois, c'est juste incompréhensible. Et en plus de ça, d'un point de vue opérationnel, il n'y a rien qui est fait pour la transférabilité. Mais c'est aussi un process nouveau où tout est en train de se créer. Et je pense que dans les années, ça va aller que mieux. Parce qu'il y a une vraie dynamique et les acteurs se battent pour trouver une meilleure façon de travailler et de procéder. Top. Alors tu parlais d'éthique, il y a un point que tu n'as pas vraiment creusé, donc je voulais juste retourner en arrière. C'est au niveau de votre équipe et de vos engagements réels pour la planète. Parce que moi je déteste le greenwashing, donc il faut que tu me convainques que vous faites quelque chose qui soit vraiment pas que du branding et de la pub. Oui, bien sûr. Alors comment formuler ça ? Notre engagement, on va dire, il passe par essayer de donner l'exemple. Et donner l'exemple, c'est pas pour nous essayer d'aller chercher des prix, des ambitions, des choses, mais c'est faire des petits gestes au quotidien qui font la différence. Donc typiquement, on est une boîte qui est full remote, et tous nos collaborateurs, même s'ils sont loin, viennent toujours tous en train. Donc c'est anecdotique, mais c'est une petite différence. Un autre engagement, c'est on fait des sensibilisations à l'impact, à nos gestes. On fait des fresques du climat, on est en train d'organiser une fresque de la finance, et on essaie d'appréhender sur quelles sont les conséquences de nos actes pour que la prise de conscience elle soit individuelle et puisse être transportée non pas par nous fondateurs, mais par les salariés qui nous rejoignent, sachant que beaucoup nous ont rejoints pour notre engagement sociétal et environnemental. Ouais. Sur le name dropping, on s'engage avec 1% for the Planet à reverser 1% de notre chiffre d'affaires pour des associations pour le climat. On est membre de mouvement Impact France, on est membre de Green Tech for Earth, l'Alliance européenne pour la démocratisation. On fait notre bilan carbone, des choses comme ça. Il y a quand même quelques gages de sérieux dans l'approche. Mais l'engagement, il est plus auprès de nos collaborateurs que de publications qu'on pourrait faire sur les réseaux. Alors d'un point de vue vision, quand tu te projettes, toi en tant que fondateur de cette pépite, cette boîte, idéalement, quand tu te projettes, est-ce que tu te vois par exemple devenir une compagnie d'assurance ? Tu parlais de cette création de fonds de pension, c'est quoi ta vision à 5 ans ?
C'est notre objectif, il est de répondre aux nouveaux enjeux du travail et à l'urgence climatique. Ouais. Comment est-ce qu'on répond aux premiers enjeux, aux nouveaux enjeux du Future of Work? C'est en répondant à l'ensemble des problématiques auxquelles font face nos clients. Aujourd'hui, les micro-entrepreneurs ou même les freelances peuvent facturer et vivre à Bali, mais ils ne peuvent pas ouvrir un contrat épargne retraite s'ils ne sont pas en France, résident fiscal français. Donc c'est comment, par exemple, on accompagne tous les travailleurs français qui travaillent en Espagne dans la création d'une retraite en France et assurer de ce côté-là. Ouais. Comment est-ce qu'on accompagne justement cette mobilité internationale? Comment est-ce qu'on accompagne cette mobilité inter-entreprise? On sait qu'on va changer d'entreprise, secteur d'activité, on va avoir des temps de pause. Donc comment est-ce qu'on répond? S'adapter à la vie des clients. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une des grosses satisfactions que nous, on aura demain, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des évolutions de la vie de nos clients avec un produit qui est simple, compréhensible et qui satisfasse ces clients-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'un point de vue opérationnel d'avoir la gestion administrative pour pouvoir le faire et la réglementation pour pouvoir assurer cette mobilité. Et donc ça veut dire peut-être internaliser beaucoup de compétences. Et qui dit internaliser ces compétences-là, dit peut-être avoir les agréments pour le faire. Et qui dit les agréments pour le faire, devenir une société, alors peut-être pas une compagnie d'assurance, mais en tout cas pourquoi pas un FRPS, un fonds de retraite professionnel supplémentaire, qui est une espèce de statut intermédiaire qui nous permettrait d'aller plus loin, mais qui est très associé au régime français. Donc si demain on a une vision internationale, comment est-ce qu'on peut justement dupliquer cette vision-là au niveau européen sans être embourbé dans des contraintes nationales. Et donc c'est pour ça que le statut de courtier aujourd'hui nous convient bien, parce qu'il nous permet justement d'avancer si on trouve les bons partenaires et si on arrive à internaliser les bonnes compétences et les bonnes connaissances. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à devenir société d'assurance parce qu'on n'a pas envie de réassurer les contrats. Par contre, la gestion administrative du contrat, est-ce que c'est le métier de l'assureur de faire de la gestion et d'aller chercher des PDF, des signatures? Je ne sais pas. Certainement pas. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et t'es resté clair. J'avais un peu peur quand même parce que sur les retraites ça peut être vite un peu foireux. Comme tu le sais, je pars toujours, très souvent en tout cas, sur des recommandations. Donc qu'est-ce que tu nous recommanderais en partant? J'ai réfléchi à 2 livres. Je voulais pas forcément les orienter business. Alors le premier c'est Le sens du bonheur de Krishnamurti, qui est plutôt un livre de réflexion sur le sens de la vie, ce qu'on cherche, les ambitions, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Très peu lié au business, mais j'imagine qu'il y a eu plein de recommandations business, donc je voulais pas me... Non, pas que. On m'a fait livre d'histoire, Le Comte de Monte Cristo aussi récemment. Ouais. J'ai pensé à Alexandre Dumas aussi, Au bonheur des dames, que j'avais dévoré. Et le deuxième auquel je voulais mentionner, c'est Laetitia Vito. Que j'ai eu comme invité d'ailleurs, sur mon podcast. Finkel ? Ouais, avec Tatiana Jama. Bon voilà. Voilà, Laetitia, si tu nous écoutes, recommandée par Olivier, qui écrit très bien, Laetitia. Très intéressant. Merci Olivier, c'était super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!